Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui concerne de nombreux couples. Comment faire la différence entre une simple baisse de désir sexuel et un manque d'amour plus profond? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que vous ou votre partenaire vous posez cette question délicate. Est-ce que je n'aime plus mon partenaire ou est-ce qu'il ou elle ne m'aime plus parce que le désir semble s'être évaporé entre vous? Cette confusion est l'une des plus douloureuses et des plus fréquentes que je rencontre dans mon cabinet. Elle provoque des souffrances silencieuses, des remises en question profondes et parfois même des décisions irréversibles qui auraient pu être évitées avec une meilleure compréhension de ces dynamiques. Notre société a tissé un lien si étroit entre l'amour et le désir sexuel que beaucoup considèrent l'un comme la preuve de l'autre. Mais la réalité est bien plus complexe, bien plus nuancée, et c'est cette complexité que nous allons explorer ensemble pendant les prochaines minutes. Prenez le temps de vous installer confortablement. Ce que je vais partager avec vous pourrait transformer votre vision de votre relation et vous offrir de nouvelles perspectives pour naviguer à travers ces eaux parfois troubles. Avant d'aller plus loin, clarifions ces deux concepts fondamentaux. Le désir sexuel est une pulsion, une énergie dirigée vers l'autre, qui se manifeste physiquement et psychologiquement. C'est un état d'excitation, une envie de rapprochement charnel, une tension érotique qui cherche à se résoudre dans l'intimité physique. Le désir est par nature dynamique, fluctuant, réactif à de nombreux facteurs externes et internes. L'amour, quant à lui, est un sentiment profond d'attachement, d'affection et d'engagement envers l'autre. Il comprend l'intimité émotionnelle, la confiance, le respect, la tendresse, la complicité et cette volonté de contribuer au bien-être de l'être aimé. L'amour tend à être plus stable, plus ancré, bien qu'il évolue et se transforme au fil du temps. J'aime utiliser cette métaphore. Imaginez deux rivières qui coulent côte à côte. Parfois elles se rejoignent et se mêlent intimement, parfois elles s'éloignent temporairement pour suivre leur propre cours, mais elles continuent d'avancer dans la même direction. C'est ainsi que fonctionnent l'amour et le désir dans une relation durable. Posez-vous cette question. Avez-vous déjà ressenti un profond sentiment d'amour pour votre partenaire, une tendresse infinie, une gratitude pour sa présence dans votre vie, sans pour autant éprouver de désir sexuel à ce moment précis? Ou inversement, avez-vous déjà ressenti un désir physique sans y associer des sentiments d'amour profond? Cette simple réflexion nous montre que ces deux forces, bien que souvent liées, peuvent suivre des chemins distincts. La première vérité que je tiens à partager avec vous est celle-ci. La baisse de désir est un phénomène parfaitement normal dans toute relation à long terme. Je le répète pour ceux qui pourraient en douter, c'est normal. Aucun couple n'est immunisé contre les fluctuations du désir. C'est une réalité biologique et psychologique que toutes les études confirment unanimement. Si vous traversez une période de baisse de désir, vous n'êtes pas défectueux, vous n'êtes pas anormaux. Vous êtes simplement humain. Examinons ensemble les différents facteurs qui peuvent influencer le désir. Notre corps n'est pas une machine constante. Le désir sexuel est influencé par nos hormones, notre niveau d'énergie, notre santé globale. Les variations hormonales liées au cycle menstruel, à la grossesse, à l'allaitement, à la périménopause ou à la ménopause chez les femmes peuvent considérablement affecter la libido. Chez les hommes, la baisse de testostérone, avec l'âge, peut également jouer un rôle. Certains médicaments peuvent avoir un impact significatif sur le désir. Les antidépresseurs, les anxiolytiques, certains traitements contre l'hypertension ou les antihistaminiques. Les problèmes de santé chronique, la douleur, les troubles du sommeil sont autant de facteurs qui peuvent réduire l'énergie disponible pour le désir sexuel. Je vous invite à vous poser ces questions. Avez-vous fait un bilan de santé complet récemment? Avez-vous discuté avec votre médecin des effets secondaires potentiels de vos médicaments sur votre libido? Notre psyché joue un rôle tout aussi crucial que notre corps dans l'expérience du désir. Le stress est sans doute l'ennemi numéro un du désir sexuel. Quand notre esprit est préoccupé par les difficultés professionnelles, les soucis financiers, les responsabilités familiales, il reste peu d'espace mental pour cultiver l'érotisme. L'anxiété, la dépression, les traumatismes passés non résolus, une mauvaise image corporelle, des complexes ou des inhibitions
peuvent ériger des barrières invisibles mais puissantes contre l'expression du désir. La fatigue chronique, ce fléau de notre époque hyperconnectée et suractivée, érode silencieusement notre capacité à ressentir du désir. Comment s'abandonner au plaisir quand le corps et l'esprit crient leur besoin de repos? À quel point vous sentez-vous stressé en ce moment? Dormez-vous suffisamment? Avez-vous des espaces de décompression dans votre quotidien? Ces questions méritent d'être posées avant de tirer des conclusions hâtives sur l'état de votre relation. Le contexte relationnel est le terreau dans lequel le désir peut s'épanouir ou se flétrir. Les conflits non résolus, les rançures accumulées, le manque de communication intime créent un climat hostile au désir. Comment désirer quelqu'un avec qui l'on se sent en guerre froide? La routine, bien que rassurante, peut devenir l'adversaire silencieux de l'érotisme. Notre cerveau est programmé pour être stimulé par la nouveauté, l'imprévu. Quand chaque jour ressemble au précédent, quand l'intimité devient prévisible et mécanique, le désir s'assoupit progressivement. Les transitions de vie majeures comme l'arrivée d'un enfant, un déménagement, un changement professionnel, la cohabitation avec des parents âgés bouleversent nos équilibres et nos priorités, reléguant parfois la sexualité au second plan. Posez-vous les questions suivantes. Votre espace de vie favorise-t-il l'intimité? Avez-vous des moments réservés uniquement à vous deux, sans interférence extérieure? Comment avez-vous traversé les derniers grands changements dans votre vie commune? Comment distinguer ces deux phénomènes qui peuvent se manifester par des symptômes similaires en surface? Voici quelques indices révélateurs que j'ai observés au fil de mes années de pratique. Quand il s'agit d'une baisse de désir temporaire, vous remarquerez généralement ces caractéristiques. Vous ressentez toujours de la tendresse, de l'affection et de l'attachement pour votre partenaire. Vous appréciez sa présence, son contact, même si cela n'éveille pas de désir sexuel immédiat. Vous vous préoccupez sincèrement de son bien-être et de son bonheur. La baisse de désir vous inquiète, vous attriste, vous frustre. Ces émotions témoignent paradoxalement de votre attachement à la relation. Vous pouvez identifier des facteurs externes ou temporaires qui coïncident avec cette baisse de désir. Dans d'autres domaines de la vie, vous continuez à faire des projets ensemble, à vous projeter dans un avenir commun. Vous ressentez parfois des éclairs fugaces de désir qui ne se concrétisent pas en action. Vous éprouvez de la nostalgie pour la période où le désir était plus présent. Laissez-moi vous partager l'exemple de Marie et Thomas, un couple que j'ai accompagné récemment. Après la naissance de leur deuxième enfant, leur vie sexuelle s'est pratiquement éteinte pendant près d'un an. Marie se sentait épuisée, préoccupée par son corps transformé par la grossesse, submergée par les responsabilités maternelles. Thomas, de son côté, craignait de la brusquer, se sentait exclu de la diade mère-enfant et s'inquiétait pour leur avenir. Pourtant, ils continuaient à se tenir la main en regardant un film, à s'envoyer des messages tendres durant la journée, à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles, à rire ensemble. L'amour était intact, mais le désir s'était mis en veille temporairement. En revanche, certains indices peuvent révéler qu'il ne s'agit pas seulement d'une baisse de désir, mais d'un éloignement émotionnel plus fondamental. Voici certains de ces indices. Vous évitez activement la présence de votre partenaire, même dans les contextes non sexuels. Vous ressentez de l'irritation, de l'agacement chronique ou de l'indifférence face à ses besoins ou à ses émotions. Vous ne vous projetez plus dans un avenir commun où cette perspective vous semble étouffante. L'idée même d'intimité avec votre partenaire provoque en vous du dégoût ou de l'aversion. Vous fantasmez régulièrement sur une vie sans votre partenaire et ces pensées vous procurent du soulagement plutôt que de la culpabilité. Vous ne trouvez plus aucune qualité à votre partenaire, vous ne vous souvenez plus pourquoi vous l'avez choisi. Vous vous désintéressez complètement de sa vie intérieure, de ses joies et de ses peines. Vous cultivez des secrets importants, non par besoin d'intimité personnelle, mais par déconnexion. Eric et Sophie consultaient pour une absence totale d'intimité sexuelle depuis 3 ans. Au fil des séances, il est devenu évident que le problème dépassait largement la question du désir. Eric parlait de Sophie avec un mélange de mépris et d'indifférence. Il avait cessé de la considérer comme une partenaire à part entière, négligeait ses émotions et se moquait ouvertement de ses centres d'intérêt. Sophie, quant à elle, avouait se sentir soulagée quand Eric partait en déplacement professionnel et angoissée à l'idée de son retour.
Leur problème n'était pas l'absence de désir. C'était la conséquence d'un lien émotionnel qui s'était délité au fil des années. Si vous vous reconnaissez davantage dans la première catégorie, une baisse de désir sans érosion fondamentale de l'amour, sachez que de nombreuses pistes s'offrent à vous pour raviver la flamme. Le désir fonctionne différemment selon les individus et selon les moments de la vie. Les recherches de Rosemary Basson ont révolutionné notre compréhension du désir féminin en particulier, montrant que contrairement au modèle linéaire traditionnel, désir, excitation, orgasme, résolution, de nombreuses personnes, surtout dans les relations établies, fonctionnent selon un modèle circulaire, où le désir ne précède pas nécessairement l'excitation, mais peut naître pendant l'activité sexuelle elle-même. Certaines personnes ont un désir spontané qui surgit de l'intérieur sans stimulation particulière. D'autres ont principalement un désir réactif qui émerge en réponse à une stimulation érotique ou émotionnelle déjà présente. Aucun de ces modes de fonctionnement n'est anormal ou problématique. Ils sont simplement différents. Connaître votre propre style de désir et celui de votre partenaire permet d'ajuster vos attentes et vos approches. Dans un couple, il est fréquent que ces modes diffèrent, créant des malentendus et des frustrations quand ils ne sont pas reconnus et respectés. Le désir ne se commande pas, mais on peut créer les conditions qui favorisent son émergence. Voici quelques pistes concrètes que je vous invite à explorer. Prendre soin de sa santé physique et mentale. Veiller à un sommeil suffisant, à une activité physique régulière, à une alimentation équilibrée, à la gestion de votre stress. Cultiver l'autonomie au sein du couple. Le désir se nourrit de la distance autant que de la proximité. Comme l'écrivait la psychologue Esther Perel. Le feu a besoin d'air pour brûler. Préserver des espaces d'intimité sans enfants, sans technologie, sans distraction. Développer une communication honnête et bienveillante sur vos besoins, vos préférences, vos fantasmes. Réintroduire la séduction et le jeu dans votre quotidien, indépendamment de la finalité sexuelle. Explorer de nouvelles activités ensemble pour stimuler la production de dopamine, l'hormone du plaisir et de la nouveauté. S'accorder des moments d'intimité non sexuels. Massage, câlin, bain partagé, sans pression de performance. Laissez-moi vous proposer quelques exercices que j'ai vus fonctionner pour de nombreux couples. L'exercice des 5 sens. Consacrer une séance entière à l'exploration mutuelle d'un seul sens à la fois. Une séance dédiée au toucher sans vision, avec un bandeau, une autre consacrée à la stimulation auditive, par la voix, la musique, etc. Cela permet de sortir des automatismes et de réveiller des sensations oubliées. La technique du stop and start. Prenez rendez-vous pour un moment d'intimité, mais interdisez-vous formellement d'aller jusqu'à la relation sexuelle complète. Cette restriction paradoxale libère de la pression de performance et permet souvent de redécouvrir le plaisir des préliminaires et de l'attente. Les fantasmes partagés. Écrivez chacun 3 fantasmes sur des papiers séparés. Un fantasme doux, un moyen, un audacieux. Mettez-les dans une boîte et tirez-en un au hasard chaque semaine pour l'explorer ensemble. Verbalement d'abord, puis peut-être concrètement si vous vous sentez tous deux à l'aise. Le rendez-vous érotique avec soi-même. Accordez-vous du temps pour reconnecter avec votre propre érotisme à travers la masturbation, la lecture érotique ou simplement l'exploration de vos sensations corporelles. Le désir pour l'autre commence souvent par la reconnexion avec son propre corps désirant. Le jeu du comme si. Retrouvez-vous dans un lieu public et faites semblant d'être des inconnus qui se séduisent pour la première fois. Cette mise en scène réveille les mécanismes de séduction des débuts et court-circuite les habitudes installées. Rappelez-vous que ces exercices ne sont pas des solutions magiques, mais des invitations à explorer, ensemble, de nouvelles façons d'être en relation. L'essentiel est l'attitude d'ouverture, de curiosité et de bienveillance avec laquelle vous les abordez. Si vous vous reconnaissez davantage dans les signes d'éloignement émotionnel évoqués précédemment, la question mérite d'être approfondie avec honnêteté. L'amour ne disparaît généralement pas d'un coup, comme une lumière qu'on éteindrait. Il s'érode graduellement, souvent à travers ce que le chercheur John Gottman appelle les 4 cavaliers de l'apocalypse relationnelle. La critique systématique, le mépris,
l'attitude défensive et le mutisme émotionnel. Chaque remarque désobligeante, chaque soupir d'exaspération, chaque œil au ciel, chaque conversation évitée est comme une petite pierre qui s'ajoute à un mur invisible entre vous. Un jour, ce mur devient si haut qu'on ne se voit plus, qu'on ne s'entend plus. La négligence émotionnelle joue également un rôle crucial. Ne pas célébrer les succès de l'autre, ne pas reconnaître sa souffrance, traiter ses préoccupations avec indifférence. Toutes ces absences font parfois plus de mal que des actes négatifs explicites. Le philosophe Alain Badiou définit l'amour comme une obstination à déclarer qu'il existe au moins un point où la différence entre deux êtres n'a pas d'importance. Quand cette obstination s'essouffle, quand la différence devient insupportable, plutôt qu'enrichissante, l'amour se transforme en son contraire. La question qui hante souvent les couples en crise est celle-ci: est-il trop tard pour nous? La réponse dépend de plusieurs facteurs. Existe-t-il encore un désir partagé de sauver la relation, au-delà de la peur du changement ou des considérations pratiques? Pouvez-vous identifier des moments, même brefs, où vous ressentez encore de la tendresse, de la complicité, de la joie d'être ensemble? Êtes-vous capable de vous montrer vulnérable l'un envers l'autre, d'exprimer vos peurs et vos besoins profonds sans vous attaquer? Pouvez-vous imaginer un avenir commun qui vous inspire, plutôt qu'un scénario par défaut que vous subissez? Êtes-vous prêt à reconsidérer vos schémas relationnels, à remettre en question vos automatismes, à vous réinventer ensemble? Si la réponse à ces questions est majoritairement oui, alors il existe un espace pour reconstruire, même à partir de ruines apparentes. Si la réponse est majoritairement non, une réflexion profonde s'impose sur la possibilité d'une séparation respectueuse. La thérapie de couple n'est pas une solution miracle, mais elle peut offrir un espace sécurisé pour explorer ces questions délicates sous le regard d'un professionnel formé. Elle est particulièrement indiquée dans ces situations. Vous tournez en rond dans vos conflits, répétant les mêmes scénarios sans issue. Vous n'arrivez plus à communiquer sans vous blesser mutuellement. Vous voulez comprendre si ce que vous traversez est une crise temporaire ou une incompatibilité fondamentale. Vous souhaitez vous séparer, mais ne savez pas comment faire sans vous détruire mutuellement. Vous avez traversé un événement traumatique qui a ébranlé les fondements de votre relation. Je tiens à souligner qu'une thérapie de couple efficace n'est pas nécessairement celle qui maintient le couple ensemble à tout prix. Parfois, le succès thérapeutique consiste à accompagner une séparation consciente, mature et respectueuse, qui permet à chacun de poursuivre son chemin sans rancœur destructrice. Qu'il s'agisse d'une simple baisse de désir ou d'un questionnement plus profond sur la vitalité de votre amour, rappelez-vous cette vérité fondamentale. L'amour durable n'est pas simplement un sentiment qui nous tombe dessus ou nous quitte indépendamment de notre volonté. L'amour mature est aussi, et peut-être surtout, un choix renouvelé chaque jour. Un choix de se tourner vers l'autre plutôt que de s'en détourner. Un choix de cultiver la tendresse plutôt que le ressentiment. Un choix de créer ensemble quelque chose qui nous dépasse individuellement. Ce choix n'est pas toujours facile. Il demande du courage, de l'humilité, parfois même une forme de renoncement à certaines attentes irréalistes. Mais c'est précisément ce choix conscient, renouvelé au fil des années, malgré les difficultés, qui distingue les relations éphémères des histoires d'amour qui traversent le temps. Je vous invite à regarder votre partenaire ce soir, non pas seulement avec les yeux de l'habitude, mais avec un regard neuf. À vous rappeler pourquoi vous l'avez choisi un jour. À redécouvrir sa complexité, ses contradictions, sa beauté unique. Et peut-être à vous demander, non pas est-ce que je ressens encore de l'amour pour lui ou elle, mais plutôt comment puis-je choisir d'aimer cette personne aujourd'hui, avec ce qu'elle est devenue, avec ce que je suis devenue. Le désir de fluctuer, c'est sa nature même. Mais l'amour, lui, peut continuer à grandir et à se réinventer à chaque étape de votre histoire commune si vous lui en donnez la permission. Je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à laisser vos commentaires ci-dessous. Et si vous traversez actuellement des difficultés dans votre couple, rappelez-vous qu'il existe des professionnels formés pour vous accompagner sur ce chemin. Vous n'êtes pas seul. Prenez soin de vous et prenez soin de votre relation.